Maintenant, on va s'intéresser à la structure de l'atome. Donc, où sont les différentes particules subatomiques de l'atome? Donc, on sait qu'il y a des protons, des neutrons, des électrons, où ils sont situés. Donc, on va réviser ce qu'on appelle le modèle Bohr-Rutherford, qui est le modèle qu'on vous a enseigné en 9e et 10e année. Bohr-Rutherford, ça vient de deux noms. Donc, on va commencer par Rutherford et sa découverte. Rutherford, ce qu'il avait découvert, lui, il s'amusait à bombarder avec la radioactivité des particules à forte, des atomes d'or, et il avait remarqué par ses observations que les particules positives devaient être concentrées dans le milieu de l'atome et de façon très, très, très petite par rapport au reste de l'atome. Donc, toutes les particules positives se retrouvent dans ce qu'on appelle un noyau. Donc, si on remplit les tirets, il a découvert que les atomes sont constitués d'un noyau qui est très dense, chargé positivement, et tout le reste va être une espèce de nuage d'électrons diffus qui se promène autour, qui remplit le reste de l'espace. Donc, ce qui va sur le deuxième tiret, c'est électrons. À ce moment-là, on avait déjà la masse relative des électrons et des protons. On savait déjà que les protons étaient comme 1000 fois plus lourds que les électrons. Donc, c'était vraiment une percée scientifique importante parce qu'on ne serait jamais attendu que la chose la plus lourde dans l'atome prenne le moins de place et les choses les plus légères, comme les électrons, qui sont 1000 fois plus légers, prennent le plus de place. Donc ici, vous allez ajouter ici que justement, le noyau, malgré qu'il est très petit, représente 99% de la masse, mais moins de 1% du volume. Alors que les électrons, eux autres, c'est le contraire. Ils représentent moins de 1% de la masse, mais plus de 99% du volume. C'est toute une percée. On ne serait jamais entendu à ça. Juste pour vous montrer l'échelle, si, disons, vous étiez dans un stade de sport, par exemple le Centre canadien Tire, ici à Ottawa, ben si tu tenais dans le centre, puis tu tenais une bille, un petit poids dans ta main, OK? Ça ici, ce serait l'équivalent du noyau, et le reste du stade serait le nuage d'électrons. Et 99% de la masse serait dans la petite bille que tu tiens dans tes mains. Donc, tout le poids, disons, serait dans tes mains. Ce qui est complètement contre-intuitif, mais c'est ça qu'il a découvert et on ne le contredit pas encore aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc, il a découvert la présence aussi, on savait aussi qu'il y avait des particules neutres, Chadwick avait découvert ça, qui n'avaient aucune charge, qui vont se retrouver dans le noyau aussi, les neutrons. Donc, c'est de là qu'est venu le premier modèle nucléaire de l'atome, où est-ce qu'on va avoir un petit noyau dans le centre qui contient des particules neutres et des particules positives. Donc, le bilan de charge, c'est que c'est positif dans le milieu. Et un gros noyau, plutôt un gros nuage d'électrons, OK, autour du noyau. Ensuite, ça a pris du temps avant qu'on découvre les neutrons parce qu'on ne comprenait pas tout à fait à quoi ils pourraient servir. Mais d'un point de vue logique, juste avec ce que vous avez vu en mathématiques, je veux dire en physique 9e année, vous avez vu qu'est-ce qui arrive avec les charges. Donc, si j'ai un noyau, il y a plusieurs protons qui sont des boules positives. Bien, si on s'imagine un noyau d'hélium, par exemple, qui a deux protons, bien, on a deux boules positives qui seraient une à côté de l'autre. La loi des charges électriques vous dit que, normalement, deux positifs devraient s'éloigner. Le noyau ne pourrait pas rester ensemble. Les neutrons viennent servir, disons, de colle qui permet de garder les charges positives ensemble. Et c'est ce qui fait qu'un noyau qui manque des neutrons devient instable ou un noyau qui commencerait à avoir trop de neutrons aussi deviendrait instable. Donc, il y a tout le temps un bon équilibre à avoir. Maintenant, ça, ce n'est pas le modèle que vous avez vu en 9e année. En 9e année, vous avez vu une petite différence. Il y avait des couches. Donc, ça, c'est une autre découverte qui a été faite
par un physicien qui s'intéressait justement à la mécanique quantique. Et lui, ce qu'il a découvert, il regardait la lumière que produisaient les éléments. Il a vu qu'il y avait seulement certaines lumières qui étaient produites. Donc, les électrons ne pouvaient pas être n'importe où. Il fallait qu'ils soient dans des couches qui permettaient de produire certaines couleurs. Donc, lui, il a proposé que les électrons ne se retrouvent pas dans un nuage n'importe où, mais se retrouvent plutôt dans des niveaux d'énergie ou ce qu'on peut appeler aussi des couches électroniques. Donc, les électrons peuvent seulement se retrouver dans des couches électroniques ou, de façon plus exacte, on pourrait dire des niveaux d'énergie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que mes électrons, au lieu d'être partout dans le nuage, doivent être soit sur la première couche, soit sur la deuxième couche, troisième couche, ainsi de suite, mais qu'on ne retrouverait jamais un électron entre deux couches. Okay? Il doit appartenir à la première couche, à la deuxième couche, mais il n'y a pas de couche 1,5 par exemple. Ça n'existe pas. Fait que l'électron ne pourrait pas exister ici. Donc, c'est pour ça que depuis la 9e année, vous placez des électrons sur des cercles, donc sur des couches. Okay? Bien sûr, c'est un concept théorique. Il ne faut pas oublier qu'un atome, c'est 3 dimensions, fait que ce serait plus des sphères. Puis encore là, ce n'est pas nécessairement des sphères, c'est plutôt des niveaux d'énergie. On va en parler plus en détail en 12e année. Donc, le modèle de Bohr-Rutherford, qui contient un noyau et des couches électroniques. Le noyau pour Rutherford, les couches électroniques pour Bohr. Contribution de Bohr. Pour faire ça, on vous a souvent dit, bien, la première étape que tu dois déterminer, c'est combien tu as de protons, électrons, neutrons. Donc, ici, pour l'azote, il y avait 7 protons et 7 neutrons si on fait l'azote 14. L'autre façon de faire ça, au lieu de dessiner un noyau puis de dire qu'il y a 7 protons, 7 neutrons, on peut tout simplement écrire le symbole de l'élément et écrire son nombre de masse ici, qui veut dire, dans le fond, 7 protons et 7 neutrons. Ensuite, il faut savoir combien il y a d'électrons. Donc, pour savoir ça, quand on regarde l'azote sur le tableau périodique, dans la case de l'azote, il va y avoir un petit numéro ici, qui est le numéro le plus important, le numéro atomique. Le numéro atomique nous disait combien on avait de protons. Et dans un atome neutre, il y a autant de protons que d'électrons. Donc, ça nous disait qu'il y avait 7 électrons. Donc, vous avez appris en 9e année qu'il y avait un maximum par couche. Donc, dans la première couche, un maximum de 2 électrons. Dans la deuxième couche, un maximum de 8 électrons. Et on vous a probablement dit que la troisième et la quatrième couche, c'était la même chose. Donc, il faut tout le temps remplir les couches à l'intérieur avant de passer à l'extérieur. Ici, il y a quelques conventions pour remplir les couches. Généralement, on les remplit dans l'ordre des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On place un électron à la fois, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de placer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'y place un séparé avant d'en placer un deuxième. Okay? Puis ça, encore là, c'est des règles qu'on va voir l'année prochaine, pourquoi c'est comme ça. Ensuite, une chose que je vous demanderais de changer sur ce schéma-là, moi, je préfère que sur la première couche, vous placez les 2 électrons un à côté de l'autre. Okay? C'est un principe où, quand 2 électrons sont ensemble, ils sont stables. On va voir en 12e année, ils ont des spins opposés et ils aiment ça. Donc, on plaçait les 2 électrons et c'est pour ça que ces 2 électrons-là ici sont stables, ils aiment ça, sont heureux, ils ne vont pas réagir. C'est plutôt les électrons qui sont célibataires qui vont réagir. Maintenant, comment tracer une structure de Bohr-Rutherford? On va le faire, disons, pour l'élément, disons, silicium. Puis on va faire le silicium 28. Donc, ça, c'est le nom de l'isotope. Donc, première chose qu'il faut faire, il faut déterminer combien j'ai de protons, neutrons, électrons. Donc, je vais chercher dans le tableau périodique, dans la case du silicium, le numéro en haut, c'est 14.
Donc, ça veut dire que j'ai 14 protons, 14 électrons, parce qu'on va toujours faire des atomes neutres. Et pour savoir le nombre de neutrons, ben, en théorie, j'ai besoin du nombre de masses moins le nombre de protons. Et je vais obtenir qu'il y a 14 neutrons. Donc ici, c'est un peu facile pour le silicium 28, tout est pareil. Donc, je vais commencer par tracer mon noyau. Je vous ai dit qu'il y a deux façons. Je peux soit tracer l'élément et indiquer sa masse ici, ou je peux tracer vraiment un noyau, une espèce de boule, puis écrire qu'il y a 14 protons, 14 neutrons dans cette boule-là. Okay? Donc, il y aurait 28 petites particules, 14 qui sont positives, 14 qui sont neutres. Ensuite, là, j'ai 14 électrons à placer. On commence tout le temps avec la première couche. Dans la première couche, je peux mettre un maximum de 2 électrons. J'en ai 14 à placer, donc il me va falloir plus qu'une couche. Il va falloir ajouter une deuxième couche. Et je sais que dans la deuxième couche, je peux mettre un maximum de 8 électrons et je ne vais pas dépasser 14 électrons en tout. Donc, je peux ajouter les 8 électrons. Je vous conseille de prendre cette habitude-là pour l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, je suis rendu à 10 électrons en tout. Ça veut dire que si j'en ai 14 à placer, il m'en reste 4 à mettre sur la prochaine couche, qui va être la troisième couche électronique. Je place mes 4 électrons et je dois les placer célibataires. Et c'est important, ce n'est pas 2 paires. 2 paires voudrait dire que tous les électrons ne réagiraient pas, sont heureux, alors que dans le silicium, en réalité, j'ai 4 électrons qui sont prêts à réagir, qui vont influencer ses propriétés chimiques. Donc, je vais vous demander de faire la même chose avec l'aluminium 27 et le soufre, on va dire 32. Oh. Maintenant, vous avez peut-être déjà vu d'autres ordres. Donc, il y en a qui remplissent ça nord, sud, est, ouest. Moi, ça ne me dérange pas trop. Vous pouvez utiliser cette méthode-là qui est utilisée par d'autres enseignants. Ici, j'ai mentionné que la dernière couche, elle est vraiment importante. Elle a un nom spécial. Donc, cette dernière couche-là où on va retrouver des électrons, c'est elle la plus importante. C'est elle qui va être responsable des propriétés chimiques et on l'appelle la couche de valence.